Bonjour à tous et bienvenue dans les pages du milieu. Avec moi Cyril. Salut à tous. Et excuse-moi, c'est quoi ton prénom encore? Moi c'est Julien. Ah oui, c'est la première fois que je viens à l'enregistrement. Bonjour à tous. Bonjour Julien. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui, les gars? Super bien, et toi, ça va? Moi ça va, super. Très hâte d'enchaîner sur cet avant-dernier épisode. Et oui, bientôt les vacances. Moi j'ai un peu moins hâte du coup, j'ai pas envie que ça se termine. Oh, bon. C'est trop tôt. Ce sera que pour une nouvelle rentrée encore plus, avec plus de surprises. Ouais, c'est vrai. Enfin, on va pouvoir bien repartir sur le deuxième livre qui va, dès le début d'ailleurs, nous apporter des moments assez intenses. Hein. Donc, Ouais. on va rien spoiler, mais on verra à ce moment-là. Tout le monde sait déjà. Donc je vous rappelle d'ailleurs qu'au terme de ce premier livre, nous ferons une petite pause avant d'entamer le tome 2, les 2 tours, et que nous en profiterons pour vous concocter une petite foire aux questions. Alors n'hésitez pas à nous en faire parvenir du coup des questions, qu'elles soient plus personnelles sur notre travail ou sur nous, ou bien entendu sur l'univers et le légendarium. Alors vous pouvez les envoyer sur Facebook, sur Instagram ou par email à lespagesdumilieu@gmail.com. Profitez-en d'ailleurs pour nous suivre sur ces réseaux, ainsi qu'à noter l'épisode sur les différentes plateformes, ça nous aide grandement. Alors, aujourd'hui, nous nous attaquons donc à l'avant-dernier chapitre, le Grand Fleuve. Après des au revoir à la Dame de Lorienne et son pays, où le temps ne semble pas avoir d'emprise sur les vivants, il est temps de reprendre la route. Nous ne repartons pas de la Lorienne avec les mains vides, car nous avons reçu du bon loot légendaire, arcs, cordes et cheveux d'or. Et aussi de la terre magique. Ah, oui. en effet, oui. Il est donc temps de descendre l'Anduin, le grand fleuve qui déchire la terre du milieu du nord au sud. Le chapitre est court, donc je vous laisse le découvrir. Tout ce que je dirais de plus, c'est que nous aurons dans cette rivière un invité surprise, et promis, ce ne sont plus des théories farfelues. Livre 2, chapitre 9, le Grand Fleuve. Si vous vous souvenez bien, nous avions laissé Frodon s'endormir sur la barque après avoir quitté Galadriel, et là nous le retrouvons. Frodon fut réveillé par Sam. Il constate d'un coup qu'il est étendu, bien enveloppé sous de grands arbres à l'écorce grise dans un coin paisible de la rive occidentale du grand fleuve de l'Anduin. Il a dormi toute la nuit. La grisaille du matin louit faiblement à travers les branches dénudées, et Gimli s'affaire tout près d'un petit feu. La compagnie se met en route avant le plein jour. Ils ne sont pas pressés de descendre au sud et ne sont pas non plus fâchés de savoir que leur décision, soit d'aller vers Minas Tirith avec Boromir ou alors de continuer vers le Mordor, qu'ils doivent prendre au plus tard en arrivant aux chutes du Rhoros, peut encore attendre quelques jours. Ils laissent le fleuve les porter à son rythme, aucun n'ayant le désir de se hâter vers les périls qui les attendent. Aragorn, désormais chef de file de la compagnie, les laisse faire, ménageant leurs forces en vue de la fatigue à venir. Mais il les fait se lever de bonne heure chaque matin et poursuivre leur route jusque tard le soir, car il sent en son cœur que le temps presse. Et il craint que le seigneur sombre, Sauron, ne soit pas resté oisif pendant qu'il s'attardait en Lothlórien à siroter des cocktails et autres breuvages elfiques. Néanmoins, il ne voit aucun signe d'un quelconque ennemi ce jour-là, ni le lendemain d'ailleurs. Les jours gris et monotones se succèdent sans incident. Mais bientôt, les terres se transforment peu à peu. Sur la berge orientale, il voit de longues pentes informes s'étendre au loin, et vers le haut, elles ont un aspect brunâtre et desséché, comme si un incendie les avait balayées sans épargner le moindre brin d'herbe. Ils sont parvenus aux terres brunes qui s'étendent, vastes et désolées, entre le sud de la forêt noire et les collines des Eminumuil, donc les rochers, ces collines très rocheuses où Frodon et Sam se parcourront plus tard. Aussi coupantes que des rasoirs. À la vue donc de ces terres sombres, ces terres brunes, Aragorn ne peut dire quel fléau ou guerre avait ainsi défiguré toute cette région. Mais moi je peux vous le dire d'ailleurs par contre. Eh ben moi aussi je pourrais le dire, mais je te laisse le dire. Il faut savoir qu'en fait ces terres qu'ils aperçoivent à ce moment-là, il fut un temps où c'était des grands jardins, et des jardins faits pas par n'importe qui, mais par les Ents femelles. Ah. Ouais. Il faut savoir que les Ents, donc en fait on n'est pas loin de la forêt de Fangorn à ce moment-là où vivent les Ents, dont Sylvebarbe, et à l'époque, il y a longtemps, pendant le Deuxième Âge, il y avait encore des Ents femelles
qui vivaient avec les Entemal, mais à un moment, elles ont décidé de quitter la forêt et de créer leur jardin et d'être plus en contact avec les hommes, en fait. Et elles ont fait des jardins à cet endroit-là, magnifiques, et elles ont appris aux hommes l'art de cultiver les arbres, etc. Mais pendant la guerre de la Dernière Alliance, donc à la fin du Deuxième Âge, qui a vu donc la chute de Sauron, la mort d'Elendil, et puis ensuite la récupération de l'anneau par Isildur, eh bien, à cette guerre donc, de la Dernière Alliance, Sauron a en fait dévasté complètement cette région pour empêcher les armées de Gil-galad d'avancer. Donc en fait, il a utilisé la technique du feu, je crois, en gros, il a brûlé. Interbrûlé. Voilà, Ouais. interbrûlé. Donc il a défoncé ces régions-là de manière un peu presque définitive pour empêcher les armées d'avancer vers le Mordor. Donc voilà, à ce moment-là, ce qu'ils aperçoivent, c'est donc les vestiges de la destruction de ces terres par Sauron au moment de la Dernière Alliance. Voilà. Et c'est d'ailleurs le dernier endroit où on a vu les Entefemel. Aujourd'hui, on ignore où elles sont. Ouais, on pourrait théoriser du coup qu'elles ont potentiellement péri dans ces incendies ou... Oui, il y a certaines personnes qui disent que c'est possible. Et que le peu mais- d'Entefemel qui auraient survécu après sont se perdus. renfuient, Ouais, c'est voilà. ça. Il y avait aussi la possibilité qu'elles aient migré vers la comté. Ah ouais. Ouais. Dans l'autre sens, alors, ouais. Qu'est-ce qui appuie ça? Tu sais pas? T'as lu ça quelque part? Oh, oui, j'ai juste lu ça quelque part. Hein. Je dis pas que c'est le cas. Ok. J'ai aucun élément à appuyer. Je sais juste que ça avait été. C'était un sujet de. Oui, voilà, ça avait été évoqué par certaines personnes. En tout cas, encore quelque chose qui reste à élucider dans l'œuvre de Tolkien, dont on n'aura sûrement jamais de réponse. Mais en c'est tout cas, tant mieux. On s'y attardera lors de notre voyage en Nouvelle-Zélande, on vous le promet. On essaiera d'avoir un maximum de réponses. Mais comment savoir s'il s'agit d'une Entefemel? On ne sait même pas à quoi elle ressemble. Alors, c'est vrai. Mais enfin, voilà. Donc, il contemple ces vestiges-là. Et Frodon dit « Tout ce vaste pays semble si vide et triste. J'ai toujours pensé que plus on descendait au sud, plus les terres devenaient chaudes et agréables, jusqu'à ce que l'hiver ne soit plus qu'un souvenir. » Mais Aragorn explique qu'ils ne sont pas encore vraiment descendus loin au sud. Ils ne sont pas encore, il le suppose, à plus de 60 lieues au-dessous du quartier sud de la comté d'ailleurs. Il indique à l'ouest les plaines du nord du Ridermark, autrement appelées Rohan, où vivent les seigneurs des chevaux. Il explique qu'ils arriveront bientôt à l'embouchure de la Lime Claire, qui descend de Fangorn pour rejoindre le grand fleuve. Cette rivière marque la frontière nord du Rohan, et jadis, tout ce qui se trouvait entre la Lime Claire et les montagnes blanches appartenait aux Rohirrim, donc les habitants du Rohan. Il ajoute que c'est une terre généreuse et attrayante, et que l'herbe là-bas n'a pas son pareil. Mais malheureusement, en ces jours funestes, les gens ne vivent plus en bordure du fleuve et n'y viennent pas souvent à cheval. L'Anduin est large, mais les orques peuvent tirer des flèches à bonne distance depuis la rive opposée. Et dernièrement, on raconte même que certains ont osé traverser l'eau et piller des troupeaux et les harasses du Rohan. Ah, donc ça aussi, c'est ainsi que Sauron arrive à avoir des chevaux, en plus du commerce dont on parlait avec le pays du Rohan. Ouais. C'est aussi par le vol alors. Ouais, clairement. Probablement, ouais. Est-ce qu'on avait une confirmation sur ce En fait, tribu quand ils en parlaient durant le conseil, il y en avait qui défendaient cette... En fait, c'est même... Non, c'est d'abord l'aigle qui avait dit ça à Gandalf, que voilà, les hommes du Rohan vendaient leurs chevaux, avaient une sorte d'arrangement avec Sauron. Mais il y avait des gens, lors du conseil, qui s'étaient opposés à cette idée en Boromir disant... notamment. Possiblement, en C'est disant Boromir qui qu'ils a avaient fait ça. trop d'honneur pour faire ça, et que c'était sûrement une fausse rumeur ou des manigances de l'ennemi pour troubler les alliés, quoi. Un peu ce qui se passe dans toute guerre, hein, finalement. Mais donc en fait, encore une fois, on ne se laissait pas trop, mais... Après, ça m'étonnerait quand même que l'aigle, une sorte de dieu, se trompe à ce sujet. Ah, c'est pas un dieu, attention. Oui, non, mais c'est une sorte de divinité quand même. Tu mets sur la balance aigle, Boromir, voilà. égo de Boromir, sagacité de l'aigle. Bon, moi je ferais plus confiance à l'aigle qu'à Boromir. C'est vrai. Mais puis on sait qu'à ce moment-là, Saruman a quand même une certaine forme de contrôle sur le Rohan, donc... Ouais. Oui, bien sûr. Non, ce que je disais, pour revenir sur l'aigle, ce que je trouve c'est un débat intéressant, vite fait, là, parce que du coup, on pourrait aussi dire que Shadowfax, Gripoil, on l'appelle d'ailleurs, je pense, le dieu, on l'appelle pas ou le roi plutôt. Le roi des chevaux. Donc moi, je dirais plutôt que l'aigle, en tout cas, je sais plus quel est le nom de celui-là spécifique, mais c'est le roi des aigles. Ouais. Et pour moi, ce n'est jamais qu'une race parmi d'autres de la Terre du Milieu qui est la favorite d'un ou l'autre Valar. Qui sont éternels. Donc...
C'est vrai, c'est intéressant. Donc, il y a un C'est vrai que côté, ça fait sens par rapport à ce que tu dis, Cyril, sur Saruman. la mainmise de Saruman sur le Rohan et sur l'esprit de Théoden. C'est peut-être seulement lié à ça, en fait, qu'il y a Ouais. du commerce de chevaux ou de tribus, et c'est peut-être très récent, Ouais, tout à fait. parce que c'est sous son emprise, et sinon il ne le ferait jamais. Oui, pour moi, c'est vrai que j'avais oublié, mais on est clairement, c'est Langue de Serpent pour moi qui Ouais. fait faire ce tribut et pas du tout les Rohirrim en tant que tel. Quoi. Leurs chevaux, ce sont leurs biens le plus précieux, donc Ouais. ce serait très étrange de les voir commercer Mhm. avec le Mordor aussi facilement. Ouais. Peut-être qu'on en apprendra plus quand on rencontrera enfin Quelques ces- chapitres seulement, Ouais. 2-3 chapitres. D'ailleurs, certains nous demandaient déjà de parler des hommes du Rohan, mais il faudrait encore être un peu patient. Ne soyez pas si hâtifs. Sam promène ses yeux d'une rive à l'autre, blotti dans la barque, l'air inquiet. Quand il y avait encore des arbres autour d'eux, il avait l'étrange impression que ceux-ci étaient hostiles, abritant peut-être des regards secrets, des dangers embusqués. Mais maintenant que les arbres sont absents, il se sent tout nu, flottant sur un petit bateau à découvert au milieu de terres sans asile, sur un fleuve qui se trouve être une frontière de guerre. Dans les jours qui suivent, ce sentiment d'insécurité gagne toute la compagnie, et ils se mettent à pagayer plus vite et plus ardemment. Frodon frissonne, songeant aux pelouses et aux fontaines, au soleil clair et aux douces averses de la Lothlorienne. Peu de paroles et aucun rire ne monte des bateaux. Chaque membre de la compagnie est absorbé dans ses propres réflexions. Merry et Pipin, eux, sont inquiets et un peu mal à l'aise dans la barque du milieu, car Boromir murmure entre ses dents, parfois en se rongeant les ongles, comme si un doute ou une inquiétude le dévorait, saisissant parfois une pagaie et approchant sa barque de celle d'Aragorn. Pipin peut parfois voir s'allumer une étrange lueur dans son regard au moment où il dévisage Frodon dans l'embarcation devant lui. Voilà les premiers prémices de la tentation. Ah oui, mais là, De cette Boromir. tentation est très forte. Hein, Ouais. Visiblement, parce qu'elle met carrément mal à l'aise Merry et Pipin. Oui, Ouais, et au ouais. point de se rapprocher de la barque, presque comme s'il n'avait plus qu'à Ouais. tendre la main pour s'emparer de C'est ça. l'anneau. Mais du coup, on sait tout ce qui va se passer dans un chapitre. Il Mhm. va du coup, hein, voilà. Tenter, Mais il ouais. n'y a pas eu beaucoup. Enfin, c'est seulement les premiers prémices, alors que. C'est ça. Ouais, Non, ouais. hein, déjà, au Pour faire le conce- parallèle avec les films, il y a ce moment sur le Caradras où il lui rend l'anneau. mais Oui, il- c'est vrai. Ouais, il y a plus. Non, on de- l'amène au plutôt Conseil dans les films. d'Elrond, il y a déjà une mention. Boromir commence une phrase en disant ce serait futile de rejeter un tel pouvoir. Il s'arrête, Elrond le corrige, bien il sûr. accepte. En Lorien, il ne le refait plus. Et là, dans ce chapitre-ci, plus tard, ça va revenir sur le tapis, ce qui va mettre Frodon très mal à l'aise. Et il ne va plus en parler par la suite. Je pense que le fait qu'il s'approche du moment décisif où il va devoir se séparer de l'anneau, ça devient pour lui plus urgent de s'approprier l'objet. Et le simple fait d'être en fait en sa compagnie, enfin, à côté de l'anneau, même si c'est pas Ouais, le porteur, je pense que ça commence à avoir des effets sur lui. Ouais, Quoi. parce qu'il est en train de se dire je vais me séparer de cet Ouais, objet, ouais, mais il n'a ouais, pas ouais. envie, quoi. Ouais, c'est Ouais. ouf. Le 4e jour, à la nuit tombante, Sam regarde en arrière par-dessus la tête inclinée de Frodon et Aragorn, et les embarcations qui les suivent. Soudain, quelque chose attire son regard. Il s'y arrête, d'un œil indifférent au début, puis se redresse et se frotte les yeux. Mais lorsqu'il regarde une deuxième fois, il ne voit plus rien. Cette nuit-là, il campe sur un petit îlot près de la rive occidentale. Sam, alors enroulé dans des couvertures aux côtés de Frodon, lui explique alors sa drôle de vision. « J'ai fait un drôle de rêve 1 heure ou 2 avant qu'on s'arrête, monsieur Frodon. Mais peut-être bien que c'était pas un rêve. C'était drôle, en tout cas. » Frodon insiste alors pour que Sam lui explique. Il avait envie de rire, et rien n'avait pu lui arracher un sourire depuis qu'il avait quitté la Lothlorienne. « C'était pas drôle de cette façon-là, monsieur Frodon. C'était bizarre. Vraiment pas normal, si je rêvais pas. Et vous feriez mieux de l'entendre. Eh bien voilà. J'ai vu une bûche. Avec des yeux. » D'accord pour la bûche, dit Frodon. Il y en a beaucoup sur le fleuve, mais laisse tomber les yeux, Sam. Ah ça non, dit Sam. C'est les yeux qui m'ont fait bondir, comme qui dirait. J'ai vu ce qui m'avait l'air d'une bûche flotter dans les demi-jours derrière la barque de Gimli. Mais je lui ai pas fait tellement attention. Puis, on aurait dit que la bûche nous rejoignait petit à petit. Et j'ai trouvé ça particulier, comme on dit, vu que tout le monde flottait sur le fleuve ensemble. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu les yeux. 2 espèces de points clairs, comme luisants sur une bosse de ce côté-ci de la bûche. Et c'était pas une bûche qui plus est, parce qu'elle avait des petits pieds palmés, presque comme un cygne. Seulement, ils avaient l'air plus gros. Ils arrêtaient pas de rentrer et de sortir de l'eau. C'est là que je me suis rassis tout d'un coup pour me frotter les yeux, prêt à crier s'ils étaient encore là. Une fois que je me serais un peu désengourdi. Parce que le je sais pas quoi, il arrivait vite derrière Gimli.
Moi, je sais pas si ces 2 lampes m'ont vu bouger et loucher dessus, ou bien si j'ai seulement repris mes sens, mais quand j'ai regardé la 2e fois, elles étaient plus là. N'empêche que j'ai cru voir du coin de l'œil, comme on dit, quelque chose de sombre se sauver dans l'ombre de la berge. Sauf que j'ai pas revu d'autres yeux après. Tu rêves encore, Sam Gamgee, je me suis dit, et j'ai rien dit d'autre sur le moment. Mais plus j'y pense, plus j'ai des doutes. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez de ça, M. Frodon? Moi, ce que j'en pense, c'est que la description que Sam en fait, on dirait bien un cavalier noir, à croupeton dans l'eau, avec ses beaux pieds palmés. Ouais. Bon, non, c'est notre cher et fidèle Gollum. N'empêche, c'est quand même curieux qu'il présente ça encore comme une bûche, puisqu'il il a clairement vu des pieds, Ouais, des yeux. Mm. Bon, enfin. Mais Frodon répond à Sam qu'il n'y verrait qu'une bûche dans la nuit tombante et le sommeil dans les yeux de Sam si lui-même n'avait pas vu ses lampes plus tôt. Super la confiance en tout cas. Hein. Mais bon. Il avait effectivement vu ces 2 lampes avant qu'ils n'arrivèrent en Lorienne. Il avait vu une étrange créature grimper dans l'arbre de la nuit où ils avaient dormi en haut des cimes accompagnés des elfes. « Oh !» dit Sam. « J'aime pas trop l'idée qui me vient. Mais en pensant à ci et à ça, aux histoires de Monsieur Bilbon et tout, si je pense pouvoir mettre un nom sur cette créature-là, rien qu'en devinant, un vilain nom peut-être? Gollum? Hein ?» Il est malin, Sam. Ouais, c'est le premier à faire le lien. Ou en tout cas, non, c'est pas le premier, mais... Frodon, il a fallu du temps. Hein. Ouais. Oui, c'est ce que je crains depuis un bon moment, dit Frodon. Je suppose qu'il était enterré en Moria et qu'il a flairé notre piste là-bas. Oui, d'accord, notre théorie ne tient plus, mais... Ce n'est jamais qu'une supposition de Frodon, hein, attention. Après, Aragorn, enfin, on verra. Ouais. Je suppose qu'il était enterré en Moria et qu'il a flairé notre piste là-bas, mais j'espérais que notre séjour en Lothlorien l'aurait semé. Cette misérable créature devait être tapie dans les bois près du Célébrante, surveillant notre départ. Après cette conversation, Sam propose à Frodon de faire le guet pendant la nuit, au risque de se faire étrangler par d'étranges doigts palmés. Frodon accepte alors, seulement si Sam le réveille pour le relayer. Mais au beau milieu de la nuit, Frodon est tiré d'un sommeil profond et noir, trouvant Sam en train de le secouer. Tout en chuchotant, il lui explique qu'il a cru entendre des petits clapotis et une sorte de reniflement. Frodon se redresse alors, enveloppé dans ses couvertures, luttant contre le sommeil. Des minutes ou des heures passent lentement, mais rien ne se produit. Frodon est sur le point de céder à la tentation de se recoucher lorsqu'une forme sombre à peine visible flotte jusqu'à l'un des bateaux amarrés. Une longue main blanchâtre se laisse faiblement distinguer, sortant de l'eau et agrippant le plat-bord. 2 yeux, semblables à 2 lanternes, regardent à l'intérieur, jetant une froide lueur. Puis, ils se tournent vers Frodon, assis sur l'îlot. Ils ne doivent pas être à plus de quelques pieds, et Frodon entend le doux sifflement d'une inspiration. Il se lève, tire d'art du fourreau, et se tient face aux yeux. Aussitôt, leur lumière s'éteint. Il y a un autre sifflement suivi d'un plouf, et la bûche sombre s'élance dans le courant et disparaît dans la nuit. Aragorn remue alors dans son sommeil, se tourne et se redresse soudain. « Qu'est-ce que c'est » murmure-t-il, se levant d'un bond et allant trouver Frodon. « J'ai senti quelque chose dans mon sommeil. Pourquoi avez-vous tiré votre épée » « Gollum, répond Frodon, ou du moins je le suppose. »« Ah » dit Aragorn. « Vous avez donc repéré notre petit galopin. Voilà depuis l'entrée de la Moria qu'il galope après nous. Hein. Donc voilà. En fait, tout le monde est au courant, mais personne ne se le dit. Ouais, c'est ça. Et surtout, voilà, cette phrase qui clôt définitivement notre pauvre théorie d'un Gollum qui sera là plutôt dans l'aventure. Aragorn qui l'a remarqué depuis l'entrée de la Moria. Mais qu'est-ce qu'il faisait en Moria? Il essayait de rejoindre la comté pour il attraper l'anneau. Il est resté bloqué par la porte fermée de la Moria, en fait. Ah oui, parce qu'il venait de l'autre Pendant côté. 1 mois, ouais. 1 mois devant cette porte. Ça, j'avais déjà vu quand on avait été vérifier notre théorie, qu'il est dit clairement qu'il était bloqué. On imaginait que peut-être que c'était une erreur ou quoi. Mais bon, voilà, on sait aussi. Et puis Aragorn, je fais confiance à Aragorn, s'il avait dû le remarquer plus tôt, il l'aurait remarqué plus tôt. Donc il était probablement pas du tout là lors de cette forme à croupeton. Elle nous a retenu longtemps, voilà. J'espère que pour ceux qui y trouvaient un intérêt, ce n'est pas trop triste. En tout cas, moi... À part vous deux, plus personne n'y trouvait d'intérêt. Arrête. Je suis sûr que des dizaines d'auditeurs trouvaient ça intéressant. Non, ils avaient déjà fait leur deuil de cette médiocre idée. Oh, le mec, quoi, alors que t'étais un grand défenseur de cette idée. Oui, mais 2 épisodes après, j'ai changé d'avis. Ok. En tout cas, Aragorn continue, donc... Voilà depuis l'entrée de la Moria qu'il galope après nous, en parlant de Gollum. Et il ne nous a pas lâchés d'une semelle jusqu'à la Nimrodel.
Depuis que nous allons sur l'eau, il se couche sur une bûche et il rame en s'aidant des pieds et des mains. J'ai essayé de l'attraper une fois ou deux la nuit, mais il est plus rusé qu'un renard et aussi visqueux qu'un poisson. J'espérais que le voyage sur le fleuve viendrait à bout de lui, mais il est trop bon nageur. Nous devrons essayer d'aller plus vite demain. Allongez-vous maintenant. Je vais monter la garde pour le restant de la nuit. J'aimerais bien mettre la main sur ce scélérat. Il pourrait nous être utile. Mais si je ne réussis pas, il faudrait essayer de le semer. Il est très dangereux. Sans parler d'un meurtre de nuit pour son propre compte, il pourrait alerter tout ennemi rôdant dans les parages et le mettre sur nos traces. Gollum ne se montra plus durant la nuit alors que la compagnie était sur ses gardes. Ils suspectèrent qu'il faisait part d'une prudence accrue. Ils gardèrent une vitesse rapide et constante, se reposant le jour et naviguant la nuit. 7 jours passèrent sans incident. Le temps était continuellement gris, mais lors du coucher de soleil, un jour, Sam aperçut à l'horizon des étangs baignés de lumière jaune et vert pâle. Il fronça les sourcils. Alors j'ai fait des petites recherches pour savoir ce que ça pourrait être, et j'avoue que je ne sais pas. Surtout qu'on pourrait se dire que c'est peut-être le marais des morts avec ses petites lampes, mais il y a encore les émines muines entre les deux. Donc, on ne peut pas les apercevoir de là pour l'instant. Impossible. Donc là, pour le coup, c'est juste ça qu'il y a dans le texte. Ouais. Si quelqu'un a une théorie ou saurait ce que c'est, je serais vraiment heureux d'avoir une info là-dessus, quoi. Le lendemain, le pays se mit à changer. Les berges devenant beaucoup plus hautes et rocailleuses, puis un pays de collines ou encore des fourrés d'aubépines. Ils approchaient des émines muines, une masse de montagnes dont beaucoup prenaient la forme de grandes cheminées, au-dessus desquelles volaient de nombreux oiseaux noirs. Aragorn se demanda si Gollum n'avait pas joué un mauvais tour et que la nouvelle de leur arrivée n'était pas désormais connue de tous. Plus tard, ils aperçurent un grand aigle qui chassait et ils n'y virent aucun bon présage. « Nous ne partirons pas avant qu'il fasse complètement noir, dit Aragorn. » La 8e nuit arriva. Aragorn annonça un nouveau voyage de nuit. Il connaissait moins cette partie du fleuve jusqu'au rapide de Sarngebir. Et même si, selon ses calculs, les rapides sont encore loin, cette partie de la rivière n'en reste pas moins dangereuse et il faudra être vigilant. Sam avait pour mission de surveiller les eaux, placées dans le bateau de Théd. La nuit était sombre, mais les étoiles semblaient étrangement brillantes. Est-ce que leur prière leur conférerait... ou même probablement, Erendil, peut-être, une étoile en particulier qui brillerait plus que les autres. Quand soudain, il aperçut des formes sombres non loin dans la rivière, entourées d'écume, et les embarcations s'entrechoquèrent. « On ne peut s'aventurer sur les rapides en pleine nuit, mais aucun bateau ne peut survivre au Sarngebir de jour ou de nuit, dit Boromir. Demi-tour, qui Aragorn. Je me suis trompé dans mes calculs. Je n'avais pas idée que nous étions parvenus si loin. L'Anduin coule plus vite que je ne le croyais. » Ils pagayèrent alors tous ensemble pour faire sortir les bateaux de l'eau, mais une volée de flèches leur tomba dessus. Une flèche heurta Frodon entre les omoplates, heureusement déjouée par sa cotte de maille. Et il s'en sort toujours bien, lui, quand même. C'est fou. Oui, d'ailleurs, c'est le seul qui est touché. Bon, on a un peu envie de dire, ils ont de la chance quand même, là. Ouais. Irk, fit Legolas, ou du moins, je ne sais pas comment ça se prononce en elfique, mais en tout cas, il s'exprime dans sa propre langue. Et j'aime bien là de voir Legolas qui, sous la pression, s'exprime pour une fois en elfique plutôt qu'en... Je crois que ça se traduit par un juron en français. J'ai été voir, c'est tout simplement la traduction de orc, donc c'est Irk, Irch, je sais pas comment ça se dit, mais voilà, donc il crie orc, des orques. Et Gollum n'y est pas pour rien, d'après Frodon. Ils redoublèrent d'efforts en pagayant, mais l'Anduin semblait les amener tout droit chez leurs ennemis. Ils avaient bien préparé leur embuscade. Ils s'attendaient à tout moment à sentir la morsure d'une flèche. Il faisait noir, mais pas assez pour contrer la vision nocturne des orques. Mais aucune flèche ne fit mouche. Leur cape de laurienne et le gris des bateaux y étaient-ils pour quelque chose ? D'ailleurs, je ne sais pas si on avait reparlé de ça dans l'épisode précédent, du fait qu'ils avaient reçu les capes. Je suppose que je n'ai pas... Si, on l'avait dit, mais on n'avait pas parlé précisément des capes et de leur pouvoir. C'était ce que disait l'elfe, je ne l'ai pas détaillé parce que ça me paraissait assez clair. Non, je me souvenais... L'elfe disait clairement que ça allait les protéger des yeux hostiles et que ce serait très efficace en camouflage qu'ils se trouvent dans une forêt ou devant des pierres. Ouais, c'est ça. Et qu'en fait, ça adopte entre guillemets les couleurs qu'ils ont pu rencontrer en Laurienne. Je pense que il le définissait même en disant que c'est encore une fois, il faut essayer de rentrer dans la magie des elfes, mais il expliquait qu'il tissait ces tissus-là
aux couleurs de la nature qu'ils aimaient. C'est ça. Du coup, en fait, elle contient un peu toutes les couleurs de la nature. Ouais. C'est pas comme si... elle n'est pas multicolore, mais... Elle s'adapte aux couleurs qu'ils connaissent et qu'ils affectionnent. Et vu qu'en Lorien, il y a à peu près toutes les couleurs et que c'est merveilleux, Oui, puis ça reste, c'est comme tu passe-partout. dis, c'est la magie des elfes. J'aime bien parce que ça a toujours fait un peu, je mets des gros guillemets, mais polémique dans les films quand ils sont près de la Porte Noire et qu'ils se couchent et qu'on dirait un rocher et qu'ils disent oui, mais ils sont juste à côté, etc. Et à chaque fois, c'est vrai que tu prends du temps à dire oui, mais bon, déjà ce sont des hobbits, ils sont pas plus hauts que quelques dizaines de centimètres, allez, 60, 80, je sais plus exactement. Ouais, donc tu te doutes pas qu'il y a quelqu'un en dessous. Voilà, et en plus, c'est vrai que ce sont des capes magiques qui, du coup, peuvent bien prendre un camouflage. Cette séquence de camouflage est présente dans la version cinéma et la version longue, alors que la séquence où on explicite en une phrase que les capes leur confèrent un certain pouvoir de camouflage, ce n'est présent que dans la version longue. Ce qui fait que peut-être il manquerait cette information-là. Pas toutes les infos. Après, moi, que je me souviens, quand j'étais petit, je voyais la version cinéma et je faisais le travail dans ma tête. Je me disais, c'est des capes magiques que les elfes leur ont donné de fils que j'y crois. Mais voilà. Et comme ça, notre petite référence d'épisode est faite. Ça vous rappelle pas quelque chose, une cape magique qui rend invisible dans un autre univers, non? Et ça ne vous rappelle pas quelque chose? Deux grands yeux jaunes qui sont capables de pétrifier la personne qui les croise. Arrêtez, Jérémy n'est plus là. Bientôt, Cyril, bientôt. Un jour. Enfin, ils arrivèrent sur la berge. Legolas sauta en sortant son arc et se retourna. Mais, hormis quelques cris dans le lointain, la berge opposée était désormais vide. Frodon leva les yeux vers l'elfe au-dessus de lui, dressé de toute sa hauteur, et sondant la nuit en quête d'une cible. Sa tête était sombre, couronnée d'étoiles blanches et perçantes qui scintillaient derrière lui dans les étangs noirs du ciel. Donc ça, je trouve que c'est encore une référence, comme on avait dans le lac avec Durin, d'une couronne d'étoiles qui se dessine au-dessus de certains personnages. Je sais pas s'il y a un lien entre ça ou si c'est juste une image que Tolkien aime bien utiliser. En tout cas, il a l'air fameusement stylé. Exactement. Mais les grands nuages déployèrent leurs voiles et montèrent alors du sud, dépêchant de sombres avant-coureurs dans les champs étoilés. Une peur soudaine s'empara de la compagnie. « Elbereth, Guitoniel » soupira Legolas, levant la tête, et à ce moment même, une forme noire, tel un nuage, mais non un vrai nuage, car elle allait beaucoup plus vite, se détacha de la noirceur du sud et vola vers la compagnie, avalant toute lumière à son approche. Bientôt, elle prit l'aspect d'une grande créature ailée, plus noire que les pluies du ciel. Sur l'autre rive, des voix féroces s'élevèrent pour l'accueillir. Frodon se sentit parcouru d'un soudain frisson qui l'agrippa au cœur, et un froid mortel, comme le souvenir d'une vieille blessure, lui glaça l'épaule. Il s'accroupit, comme pour se cacher. Soudain, le grand arc de Lorien chanta. La flèche siffla, quittant la corde elfique. Presque au-dessus de l'elfe, la forme ailée plongea brusquement. Il y eut un cri éraillé, semblable à un croissement, tandis qu'elle s'écrasait du haut des airs et disparaissait dans les ténèbres de la rive opposée. Le ciel retrouva sa pureté, un tumulte s'éleva, comme de nombreuses voix jurant et gémissant dans l'obscurité, puis ce fut le silence. Plus une flèche, plus un cri ne vint de l'est cette nuit-là. Donc Legolas vient d'abattre une des montures des Nazgûl. Une ombrellée, ouais. Ouais, clairement. Incroyable. Il est dispo, donc ils savent pas encore ce que c'est à ce moment-là. Non. Mais bon, évidemment, le fait que Frodon est mal. Mais est-ce que du coup il y a un des cavaliers noirs dessus, ou c'est juste l'ombrellé qui qu'il y a un cavalier noir dessus. Oui, c'est ça. Hein. Bah oui, parce que sinon il aurait pas mal. Ouais. C'est pas la créature qui va lui faire mal. D'ailleurs, ça fait déjà plusieurs épisodes qu'on a cet ombrellé qui passe, je crois, hein, non? Non. C'est la première fois. Bah non, on était en Lorien avant, donc les deux derniers épisodes. C'est la toute première fois qu'il la croise. Mais c'est vrai, tu as raison, vu qu'en plus on parle vraiment d'ombre et pas juste d'une créature ailée, donc c'est le Nazgûl. Il le voit pas parce qu'il est au-dessus, donc il voit pas ce qu'il y a dessus, et c'est en pleine nuit. Mais Frodon n'aurait pas mal s'il n'y avait pas un Nazgûl. Donc... Ouais, non, c'est ce que je me dis. Mais... Oui, et puis je confonds avec ma lecture récente du 2 et du 3 où il y a beaucoup des ombrellés qui passent. Je m'étais trompé alors. Théoden et compagnie. Moi j'avais parlé. Oui, ils reviennent plutôt que prévu. Ils reviennent plutôt que prévu. J'avais annoncé qu'on ne les reverrait pas avant le retour du roi, mais c'est peut-être une erreur. Mais eux ne se rendent pas compte qu'il y a un Nazgûl. Non, certes. Puisqu'ils ne le voient pas. Mais ils voient simplement l'ombre. Mais ils sont passés à 2 doigts de les rattraper, du coup. Ouais. Encore une fois, ça s'est joué à pas grand-chose. Un Legolas trop stylé qui décoche une flèche en pleine nuit. À fond, on va en reparler rapidement, mais comme je l'ai pas résumé tout le long dialogue qu'ils avaient, en tout cas
juste après ce que je vais lire ici, ils vont en discuter, ils savent pas. Gimli propose un Balrog, il fait non, pas possible, les Balrogs n'ont pas d'ailes, etc. Et, Gimli, allez, va te coucher, Gimli. T'es bien gentil, mais tes théories, tu les gardes. Et donc ils ne savent pas. Mais ils ont tous la supposition que c'est évidemment une créature maléfique d'un nouveau genre, si je peux dire. Et Gimli le félicite d'ailleurs, même. Il félicite Legolas. Alors, ils remontèrent quelque peu le courant et établirent un campement, sans feu, évidemment. Loué soit l'arc de Galadriel et la main et l'œil de Legolas, dit Gimli, tout en mastiquant une gaufrette de lambasse. Et non pas, ça ne compte quand même que pour un. C'était un formidable tir à l'aveugle, ça, mon ami. Mais qui saurait dire ce qu'il a touché, répondit Legolas. Voilà. Et c'est là qu'ils discutent et qu'ils échangent, mais ils ne savent pas. Donc voilà. Legolas a su toucher le cœur de Gimli. Avec son une flèche. Une flèche de Cupidon, si je puis dire. Personne n'avait la réponse à cette question, mais la chute de la créature avait semé le désarroi chez l'ennemi. Voilà. C'est incroyable quand même. Est-ce qu'il l'a tué ou juste fait chuter ? Ouais. C'était question, mais en tout cas... scène incroyable en vrai. Elle est trop bien. Vous comprenez pourquoi j'ai voulu garder les 2-3 petits paragraphes. C'est magnifique, faut imaginer tout le bazar là en pleine nuit, des orques qui les attaquent, une ombre qui passe au-dessus, une flèche qui se déclenche. Imagine surtout Frodon qui regarde Legolas qui vient de sauter. Il a remarché 2-3 mètres sur la rive pour être un peu plus en hauteur. Ouais. Il a pris son arc et il a fait et il dit juste Elbereth Giltoniel. Et hop, et il en abat. Donc alors là, c'est pas vraiment la fin de ma partie, mais j'ai pas tout résumé. C'est juste que je voulais parler un petit peu avec vous. En fait, après, Sam va regarder la lune et il va dire mais c'est drôle, j'ai l'impression que la lune n'est pas la même que dans la comté. Elle est passée, voilà, et enfin ses croissants sont passés beaucoup plus vite. Et donc ils vont un peu échanger, comme on en avait parlé récemment, sur ce qui se passe quand ils sont en Lothlórien. Voilà, c'est ça. Et en fait, ils expliquent, mais oui, c'est vrai que le temps en Lórien, c'est pas qu'il s'arrête, mais qu'il n'a pas d'effet sur les gens. Donc voilà, ils vivaient. Ouais, et moi ce passage m'a aussi interloqué parce que en fait, même ce qu'ils disent, il me semble, c'est que donc et cette conversation, donc c'est ça entre Aragorn, Sam, par rapport à Frodon. leur temps, parce que oui, c'est ça. Sam voit la lune et il dit c'est pas possible que la lune ce soit déjà une nouvelle lune. On n'a pas passé assez de temps. Mais là, il dit, je me souviens avoir passé 3 jours, mais je pense qu'on en a passé beaucoup plus, quoi. Comme si vraiment il était un peu perdu dans sa notion du temps. Donc en fait, au-delà de ça, ce qu'Aragorn lui répond, c'est qu'en fait le temps ne s'arrête pas en Lothlórien. En fait, simplement son écoulement n'est plus le même et parfois même il va plus vite. Il y a pas de. C'est comme si la notion de temps qui est à l'extérieur de la forêt n'existe pas. Mais c'est pas comme s'il y avait plus de temps. C'est vraiment. Ouais, mais c'est Frodon qui dit. Ouais. Mais l'usure est lente en Lórien. Le pouvoir de la dame y réside, riches sont les heures, aussi éphémères puissent-elles sembler. À Caras-Caladon où Galadriel détient l'anneau elfique. D'ailleurs là il se fait engueuler, parce qu'Aragorn lui dit « Ouh, même à moi tu n'aurais pas dû dire qu'il y a un anneau là-bas. » Mais oui. Oui, mais c'est ça, mais il lui dit... Mais je pense que c'est Aragorn qui dit ça, qu'en gros le temps, c'est pas qu'il s'arrête, mais parfois il peut sembler... Ouais, en fait tu peux avoir l'impression d'avoir... En fait, tu peux passer 3 semaines en Lórien et en fait, t'en as passé qu'une journée. Ouais. C'est parfois il va plus vite, parfois il va plus lentement. Et l'usure est lente, donc je pense que tu vas avoir plusieurs pouvoirs qui vont être à l'œuvre, quoi. En gros, tu as déjà tu as moins la sensation du temps qui passe, donc ou plus justement, je sais pas comment dire. Ça dépend. Ouais. Je crois que c'est pas précis, c'est pas comme la chambre, tu sais dans Dragon Ball, t'as ça, où t'as Son Goku qui passe une journée dans une sonde pour devenir super fort. En fait, il a passé 1 an pour s'entraîner à crever. C'est pas aussi précis, je crois, la Lothlórien, c'est vraiment plus abstrait. C'est tu rentres dedans. Et c'est bien que ça le soit d'ailleurs, je trouve. Ouais. Et parfois, tu vas avoir l'impression que ça passe plus vite, parfois ça va passer plus lentement. Peut-être en fonction de ce que tu as besoin pour te reposer, etc. Et en plus de ça, on disait que l'usure est lente, hein, donc je crois que même un humain pourrait peut-être vivre beaucoup plus longtemps, si pas indéfiniment, en Lórien, peut-être. Ouais, mais c'est le pouvoir de l'anneau ou est-ce que c'est le pouvoir en général des elfes ? En fait, c'est ça que je me demande, parce qu'ils ont un peu la même chose quand ils sont aussi à Fontcombe, bien que ce soit pas si puissant. Mais les anneaux que possèdent les maîtres de ces lieux déjà permettent de protéger ces endroits. Celui de Galadriel vraiment protéger du mal. Mais ça c'est surtout Elrond, il peut protéger l'endroit du mal, ça c'est une chose. Celui de Galadriel vraiment protège la Lórien en plus de conférer une sorte d'immortalité à cette terre. Je pense qu'on avait déjà donc là, défini pour le coup un peu en Lórien, ça c'est vraiment
en plus du pouvoir des elfes, c'est celui de Galadriel qui confère cette dimension supplémentaire à Foncombe. Et en plus du pouvoir des elfes, en Lorienne, je crois qu'il y a un peu des pouvoirs qui sont magnifiés par les anneaux, mais qui sont un peu de base. Tu vois, à Foncombe, il était dit que le temps semblait s'écouler plus lentement, mais il n'en était rien. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça. Alors que là, clairement, le temps s'est écoulé différemment et il a été perçu différemment aussi. Ouais, ils ont vu plusieurs nuits, plusieurs jours, alors que c'était pas le cas en vrai. Ou alors c'est l'inverse. Ils ont vu que 3 jours, alors qu'il y a eu beaucoup plus de jours, et lui, c'est pour ça qu'ils en sortent et qu'ils font. C'est dingue, la lune n'était pas du tout. Il s'est passé plus de jours, car moi, à la fin de ce chapitre-ci, il dit qu'en fait, cela fait 10 jours qu'ils ont quitté la Lorienne. Ouais. Ah oui, mais ici, ça fait déjà 8 jours qu'ils voyagent. Non, mais c'est en Lorienne, ça me dit qu'ils. Désolé si c'est confus les auditeurs, mais ça me dit ils ont passé 3 jours en Lorienne, mais en fait, il s'est écoulé beaucoup plus de temps dans le monde réel. D'accord, ok. Donc en fait, il a eu l'impression de passer très peu de temps, alors qu'ils sont restés assez longtemps en Lorienne, en gros. Attends, il y a Legolas qui dit « Non, jamais le temps ne s'arrête, dit-il, mais la croissance et le changement ne sont pas les mêmes en toute chose et en tout lieu. Pour les elfes, le monde se meut, et il se meut à la fois très vite et très lentement. Vite parce qu'eux-mêmes changent peu et que tout le reste est fugitif. C'est pour eux un chagrin. Lentement parce qu'il n'est point besoin de compter les années qui défilent, pas pour eux. La ronde des saisons n'est qu'une suite d'ondulations infiniment répétées sur le long cours d'eau. Pourtant, sous le soleil... Sous la soleil, toutes choses doivent s'user et disparaître enfin. C'est une tache de café dans ton livre. Non, c'est vraiment un là, mais je crois que c'est une erreur dans le livre. Donc voilà, mais je pense que c'est vraiment ça, cette idée de les elfes, tout se passe soit plus vite, soit... pour eux, ça passe très lentement, mais quand ils voient le monde extérieur leur semble se nécroser et périr très rapidement, vu que pour eux cette expression, je crois que c'était dans les films Le Hobbit, que Thranduil l'utilisait. Vous pouvez rester, quand il parlait des nains qui allaient être emprisonnés, même si vous restez emprisonné pendant 200 ans, pour nous ce n'est qu'un battement de cils. Oui, c'est ça, ouais. Donc ils sont très bien conscients du temps que ça prend pour les autres, mais pour eux ce n'est rien. Ils en sont conscients intellectuellement, mais ils ne le ressentent pas du tout. C'est ça. Et je crois qu'ils sont un peu rentrés dans ce système-là quand ils étaient en Lorraine. Ils ont perçu et vécu le temps comme un elfe. Et je crois que leur magie va un peu les transcender dans les espaces qu'ils vivent, tu vois. Donc peut-être qu'un visiteur en Lorraine va avoir un peu une part de cette magie. Mais c'est ça que moi je voulais évoquer, c'est me dire effectivement, donc ils ont passé, Sam a l'impression qu'ils ont passé 3 jours, mais ils ont visiblement passé beaucoup plus de temps en Lorraine que ça. Mais du coup, en fait, est-ce que donc les elfes ont vraiment une perception du temps qui leur est propre, et donc finalement leur vie de plusieurs centaines d'années, pour eux, ils ne la perçoivent pas comme une très longue vie finalement. Ils ont l'impression que c'est normal. Peut-être. Mais regarde, on parlait du fait que les Valan Years, donc les années où de l'arbre, etc., sont en fait soit 7,5 années terrestres comme nous on les connaît, soit 144. Donc on peut se dire qu'il y a beaucoup d'elfes qui ont vécu quelque chose comme 10 000, 15 000, 20 000 ans. Évidemment, je pense que quand tu atteins un stade pareil, tu es, malgré toi, j'ai vraiment envie d'imaginer une espèce de transe où tu ne ressens vraiment pas l'effet du temps de la journée. J'espère qu'ils arrivent à s'amuser et à trouver de quoi... Non, mais c'est vrai, de quoi faire, parce qu'en vrai, je trouve ça une vraie question philosophique. Est-ce qu'on aurait envie, nous, d'avoir... Après, voilà, je pense que tu deviens très... justement philosophique, très posé, tu t'attaches justement à la nature et aux petites choses que tu peux faire tous les jours, te nourrir et tout. Mais est-ce que tu as vraiment envie de passer 30 000 ans de ta vie C'est peut-être ça aussi, la mélancolie des elfes. Elle est peut-être oui, carrément. C'est pour ça que les hommes, on dit que the gift of men, la mort est finalement un cadeau, une salvation, je dirais. La nuit passe sans aucun bruit pour nos compagnons, tapis au fond de leur barque. Alors que le jour se lève, un brouillard blanc enveloppe la rive, à tel point que la berge opposée est invisible. « Je ne peux pas sentir le brouillard, dit Sam, mais celui-ci semble heureux. Peut-être pourrons-nous ainsi partir sans être vus de ces maudits gobelins. »« Peut-être, dit Aragorn, mais nous aurons de la peine à trouver notre chemin si le brouillard ne se lève pas un peu par la suite, et il nous faut bien arriver à l'Emin Muil. » À ces mots, Boromir s'oppose à Aragorn quant à la route à suivre. Il remet sur le tapis l'idée d'amener tout le monde à Minas Tirith, ce qui déplaît aux rôdeurs, car rien n'est encore décidé. Ils ne se sépareront de leur barque qu'au moment opportun, et Aragorn tient bien se tenir sur le haut siège d'Amon-Hen pour contempler les alentours et céder dans sa prise de décision. Boromir résiste longtemps à ce plan, mais quand il devient clair que Frodon suivra Aragorn n'importe où, il cède.
Il n'est pas dans la manière des hommes de Minas Tirith d'abandonner leurs amis dans les moments difficiles, et vous aurez besoin de ma force si jamais vous devez atteindre le Tindrock. J'irai jusqu'à la haute île, mais pas plus loin. Arrivé là, je retournerai vers chez moi, seul, s'il doit en être ainsi. » Et il ne croit pas si bien dire, car il rentrera seul chez lui, mais mort. Ça c'est fait. C'est dit. Le jour ayant avancé, le brouillard commence à se dissiper. Aragorn et Legolas avancent immédiatement le long de la rive, tandis que les autres restent dans leur barque. Aragorn espère trouver un chemin par lequel il pourrait porter les bateaux et leurs bagages jusqu'à une eau plus calme, au-delà des rapides. « Peut-être les embarcations des elfes ne sombreraient-elles pas, dit-il. Mais cela ne signifierait pas que nous passerions vivant le Sarngebir. Nul ne l'a encore fait. Et il doit bien y avoir un chemin de portage quelque part sur la rive occidentale, car des embarcations légères passaient autrefois de la terre sauvage jusqu'à Osgiliath, et elles le faisaient encore il y a quelques années, quand les orques du Mordor ont commencé à se multiplier. Vous tous, je pars avec Legolas. Attendez-nous une journée. Si nous ne sommes pas revenus à ce moment, vous saurez que l'infortune nous aura atteints. Vous devrez alors choisir un nouveau guide et le suivre du mieux que vous le pourrez. » Juste pour précision, un chemin de portage, c'est un chemin qui se trouve entre un cours d'eau et soit un autre cours d'eau, soit entre un autre point. Et en fait, c'est juste un chemin qui a été tracé par l'homme pour pouvoir porter ses affaires et des embarcations légères. Donc c'est ça qu'il recherche, pour passer d'un point du cours d'eau de l'Anduin à un autre, pour juste éviter cette portion de rapide. Les Vikings faisaient beaucoup ça. Exactement. 3 heures plus tard, Frodon commence déjà à s'inquiéter que les 2 explorateurs réapparaissent déjà. « Tout va bien, » dit Aragorn en descendant de la berge. « Il y a une piste et elle mène à un bon point d'atterrissage encore utilisable. Ce n'est pas loin. Le plus dur sera d'apporter nos bateaux et notre bagage jusqu'à l'ancien chemin de portage. Mais nous n'avons pas découvert le lieu de débarquement au nord. Je crains qu'il ne faille quitter le fleuve dès maintenant et rejoindre tant bien que mal le chemin de portage d'ici même. Ce ne sera pas facile, mais nous le tenterons toutefois. »« Oui, assurément, » dit Gimli. « Les jambes des hommes clampinent sur une route dure, tandis qu'un nain va toujours, le fardeau fut-il 2 fois plus lourd que lui. » La tâche est ardue, en effet, mais ils en arrivent au bout. Les bagages sont sortis des bateaux et portés en haut de la berge jusqu'à un espace plan. Les embarcations sont tirées hors de l'eau et montées, sans difficulté car particulièrement légères. Tellement que Merry et Pipin portent la leur à bout de bras. Elle devait être faite d'un arbre spécial que même Legolas ne pouvait identifier. Le sol sur lequel la compagnie s'avance est jonché de branchages, de ronces, d'arbustes, de rochers et entrave quelque peu leur progression. Ils continuent néanmoins tous ensemble. La brume réapparaît à mesure que le bruit du courant de l'Anduin se fait entendre. Ils parviennent à rejoindre la berge à l'autre bout du chemin de portage, et la brève après-midi est déjà passée, que le crépuscule tombe. Ils s'assoient près de l'eau, là, somnolents, et écoutent le grondement des rapides cachés dans la brume. « Reposons-nous autant que nous le pourrons maintenant, » dit Aragorn. « Demain, il faudra encore faire voyage de jour. Nous aurons une bonne chance de nous faufiler sur la rive orientale discrètement si la brume nous enveloppe. » La nuit passe sans le moindre trouble, et ils se mettent en route dans leurs embarcations dès qu'il fait jour. Ils se tiennent le plus près possible de la rive occidentale, et ils peuvent voir les formes indécises des falaises basses s'élever toujours plus haut. Vers le milieu de la matinée, il se met à pleuvoir. Ils tirent les couvertures de peau par-dessus les embarcations pour éviter d'être submergés, et ils continuent de se laisser porter au fil de l'eau. À travers le rideau gris de la pluie, ils ne voient pas grand-chose. L'averse ne dure cependant pas longtemps, le ciel s'éclaircit, brouillard et brume disparaissent, et devant les voyageurs s'étend un large ravin, au grand côté rocheux, duquel quelques arbustes s'accrochent. Le lit de l'Anduin se resserre et le courant devient plus rapide. Les barques filent à présent sans pouvoir s'arrêter ou se détourner. Frodon, les yeux fixés devant lui, voit s'avancer au loin 2 immenses rochers, qui semblent en fait être 2 grands géants de pierre. Hauts, verticaux et menaçants, ils se dressent de part et d'autre du fleuve. Une trouée étroite apparaît entre eux, et le courant emporte les bateaux vers celle-ci. Aragorn s'écrie « Regardez, c'est l'Argonath, les piliers des rois. Nous n'allons pas tarder à les passer. Depuis toujours, je souhaite contempler les rois de jadis, mes ancêtres. » À mesure que Frodon est emporté vers eux, les grands piliers s'élèvent comme des tours à sa rencontre. Il voit à présent qui elles sont. Sur de grands socles fondés dans les profondeurs des eaux se dressent 2 grands rois de pierre qui contemplent sévèrement le nord. Leur main gauche est levée, paume en dehors, comme un geste d'avertissement. La main droite tient une hache.
et sur leur tête sont posés un aume et une couronne effritée. Gardiens silencieux d'un royaume depuis longtemps disparu, ils sont encore empreints d'une grande puissance et d'une impressionnante majesté. Se sentant insignifiant face à une telle grandeur, Frodon baisse les yeux et se fait tout petit. Même Boromir baisse la tête alors que les embarcations passent à vive allure, comme de petites feuilles, sous l'ombre permanente des sentinelles de Numénor. Les redoutables falaises s'élèvent verticalement de part et d'autre à des hauteurs inconnues. Frodon, la tête entre les genoux, entend Sam qui, devant lui, marmonne et grogne. « Oh, quel endroit! Quel horrible endroit! Si on me laissait seulement sortir de ce bateau, jamais plus je ne mettrais les pieds dans la moindre mare, et encore moins dans une rivière !» « N'ayez crainte, » dit derrière lui une voix étrange. Frodon se retourne et voit Grandpa, et cependant, ce n'est plus Grandpa, car le rôdeur usé par les intempéries n'est plus là. À la poupe est assis Aragorn, fils d'Arathorn, fier et droit, menant le bateau à coups habiles, son capuchon rejeté en arrière, ses cheveux noirs dans le vent, les yeux brillants, un roi qui rentre d'exil dans son pays. N'ayez crainte, sous leur ombre, Elessar, le fils d'Arathorn et descendant d'Isildur, n'a rien à craindre. Et bien voilà, en fait, c'était ce moment-là que je recherchais quand on avait rencontré Aragorn à Brie. Je me demandais, et je l'avais verbalisé, quand allait se situer le moment où enfin les hobbits allaient arrêter de l'appeler Grandpa, si ce n'est affectueusement, mais qu'ils allaient vraiment reconnaître en lui le roi. Et ben voilà, c'est ce moment-là. La lumière s'évanouit alors de ses yeux et il parle pour lui-même. Si seulement Gandalf était là. Combien mon cœur soupire après Minas Anor et les murs de ma propre cité. Mais où irais-je à présent ? Les deux géants de pierre passés, les eaux resserrées s'étalent à présent en un long lac ovale, le Nen Ithoel, bordé par des collines grises escarpées aux pentes couvertes d'arbres. De l'autre côté, à l'extrémité sud, s'élèvent 3 cimes. Celle du centre se dresse un peu en avant et à l'écart des autres îles, au milieu des eaux, autour de laquelle le fleuve lance des bras pâles et miroitants. Distant, mais profond, venait comme un roulement de tonnerre entendu de très loin. « Voyez le Tol Brandir » dit Aragorn, désignant au sud le haut pic. Sur la gauche se dresse l'Amon Lo, et à droite, c'est l'Amon Hen, les collines de l'Ouï et de la Vue. Du temps des grands rois, il y avait à leur sommet de hauts sièges, et une garde y était établie. Mais on dit qu'aucun pied d'homme ou de bête n'a jamais foulé le Tol Brandir. Avant que ne tombe l'ombre de la nuit, nous y serons. J'entends la voix éternelle du Rauros qui nous appelle. Les compagnons prennent alors un long moment de repos, se laissant porter par le courant qui coule au milieu du lac. Ils se restaurent un peu, puis reprennent leur pagaie pour presser l'allure. L'ombre gagne les pentes des collines à l'ouest, et le soleil devient rond et rouge. Par-ci par-là paraissent quelques étoiles embrumées. La nuit s'étend déjà sur les eaux courantes quand les voyageurs parviennent enfin sous l'ombre des collines. Le 10e jour de leur voyage touche à sa fin. La terre sauvage se trouve désormais derrière eux. Ils ne peuvent aller plus loin sans choisir entre le chemin de l'Est ou de l'Ouest. La communauté de l'anneau se trouve devant la dernière étape de sa quête. Ouais, ça y est, donc on est passé par l'Argonate. Et oui, et donc ces fameuses statues qui représentent Isildur et Anarion. Exactement, les deux frères. Mon fond d'écran de téléphone depuis quelques années maintenant. Non, et je pense que c'est vrai que bon, ils ont été tellement bien représentés dans les films. Moi, je trouve que c'est un peu un des plus beaux endroits. Ouais. Et c'est pour moi, une des plus belles façons de représenter la Terre du Milieu et le Gondor, etc. Quoi. C'est magnifique. Et ça représente toute la majesté, la puissance. Ça paraît en même temps appartenir à un univers fictif, et en même temps, ça a l'air tellement réel. Ouais. On pourrait vraiment croire qu'il y a 2 statues qui ont été creusées, parce que si c'est très très bien fait dans le film, ou si tu regardes bien dans l'arrière-plan, tu vois en fait la carrière qui se trouve juste à côté des 2 statues, ça a été creusé en fait dans la roche, et tu vois vraiment la découpe classique d'une carrière comme en escalier. Ouais. Et tu vois aussi la découpe des blocs de roche dans les statues, que c'est vraiment comme pour des pyramides, des blocs mis les uns sur les autres et puis taillés. Puis tu vois des oiseaux qui ont été snichés dans les statues, c'est tellement bien fait, tellement détaillé. Il faut savoir quand même, chez nous, dans notre monde, il y a des statues maintenant en Chine, etc., qui sont quasiment, si pas tout aussi grandes, ce que je trouve assez impressionnant. Ouais. Donc au final, bon là évidemment c'est en pierre, celles qu'on fait maintenant sont un peu dans d'autres
Voilà, mais un peu comme la Statue de la Liberté, c'est juste un cadre avec couverte. Mais voilà, du coup, c'est vrai, comme on se dit, ça a l'air fantastique, et au final, on en a aussi aujourd'hui. Mais ça fait penser au Colosse de Rhodes, de Rhodes, pardon. On ne sait pas s'il a vraiment existé, mais on ne sait pas, on théorise, on ne sait pas exactement. Donne envie d'y croire, en tout cas. Je pense que c'est possible, hein, en vrai. Il y a même théoriquement les 2 endroits où les 2 pieds sur le port. 2 pieds de la statue auraient été déposés. En tout cas, Isildur et Anarion, donc, comme FX nous l'avait déjà expliqué il y a longtemps, qui sont donc les 2 fondateurs, les 2 fils d'Elendil, 2 frères, et qui sont les fondateurs du Gondor, hein, donc ce royaume au sud d'Arnor, qui était lui gouverné par Elendil. Ouais, et ça a été construit en 1340 du 3e âge, donc voilà, pour marquer ce qui était la frontière nord du Gondor. Et pour être encore plus précis, cela a été construit par le roi Romen-Dakil II. Ouais. Donc voilà, après la mort. Beaucoup, bien 1300 ans après leur mort, au final. Donc, ouais, je vous invite tellement à de temps en temps, si vous en avez la capacité, évidemment, parce que peut-être que vous faites autre chose en nous écoutant, mais d'avoir le nez sur une petite carte de temps en temps. Moi, c'est ce que je fais là pendant qu'on discute. On a la carte de la Terre du Milieu à côté de nous, là, sur un ordi. Surtout pendant ces chapitres où ils avancent beaucoup. C'est fou. Et peut-être qu'on fera un petit post avec le lien de cette carte, parce que je trouve que c'est vraiment la plus précise. Donc voilà, un petit post Facebook que vous ayez le lien. Voilà, moi je trouve ça vraiment tellement chouette d'avoir toutes ces informations et de regarder sur la carte en même temps, quand on se plonge beaucoup mieux dans l'univers. En plus de peut-être doubler avec les illustrations d'Alan Lee et autres, évidemment. En tout cas, voilà, il nous reste un chapitre. Ah, ça y est. On en reparlera encore plus dans le prochain épisode, évidemment, parce que ce sera vraiment le dernier du premier livre, mais on est déjà au dernier du premier livre. Faudra fêter ça. Et le dernier épisode avec toute la communauté, sauf Gandalf, toute la communauté réunie. Car après, on va arriver dans une découpe différente pour les 2 tours, où on aura toute la première partie, le premier livre des 2 tours, ce sera le côté de l'équipe, la team Aragorn Co, et l'autre côté, ce sera la team Frodon, Gollum et Sam. Le chapitre s'appelle d'ailleurs la dissolution de la communauté. Oui, c'est ça. C'est vrai que j'avais oublié que la narration prend un tout autre tournant par la suite. On suit des groupes distincts. Et alors, ce que vous allez voir, ça va être très, très drôle, cher auditeur, c'est que on avance très loin dans l'histoire avec un groupe, et puis d'un coup on remonte dans le temps avec un autre groupe. Et ce qui permettait presque une certaine forme de suspense, entre guillemets. Par exemple, dans Le Retour du Roi, lorsque l'équipe d'Aragorn arrive à la Porte Noire pour confronter Sauron et ses armées et faire diversion, l'émissaire de Sauron, la bouche de Sauron, lui parle de la mort de Frodon, et essaie de leur faire croire que Frodon est mort, ce qui est crédible, car la dernière fois qu'on a entendu parler de Frodon, c'était à la fin des 2 tours. C'est pas crédible puisqu'on sait que c'est lui qui a écrit le livre. Oui, bien sûr, mais si tu te laisses prendre à la narration, ce que je disais la semaine passée d'ailleurs, que si tu te laisses prendre à la narration, en tout cas, tu pourrais te dire effectivement peut-être que Frodon est mort, parce que la dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il était capturé par des orques. On me disait qu'il était vivant et seulement paralysé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que là, ça fait déjà plusieurs jours, voire semaines. Donc, que lui est-il arrivé ? Du coup, on va du coup être avec les mêmes personnages pendant pas mal d'épisodes. En fait, ça va être une autre façon de raconter le récit, une autre façon de. Enfin, tu vas me dire, on est toujours aussi avec les mêmes personnages, hein, mais là, je veux dire, on va être avec certains d'entre eux pendant peut-être 2-3 mois, quoi, du coup. Moi, c'était un facteur qui m'avait un peu dérangé, du coup, dans ma lecture. Au début du 2, après, ça allait. Au final, c'est mon préféré, les 2 tours. Mais le début, c'est qu'il y a des chapitres où j'avais envie de pouvoir un peu revenir sur Frodon et Sam pour changer de point de vue. Parce que toutes les histoires, c'était surtout Fangorn en fait qui m'embêtait, le reste ça allait. C'est ce que j'allais dire. J'avais juste envie de pouvoir un peu faire des allers-retours. Moi j'avoue que le moment où on est revenu avec le reste de la compagnie, parce que je pense qu'il y a tout un moment où on est coincé dans Fangorn, mais c'est vrai que le moment où on retrouve Aragorn, etc., je trouve que là ça repart un peu. Ça s'accélère, parce que la bataille du Gouffre de Helm, ça se passe sur même pas 20 pages. Ouais, clairement. Moi je trouve très vite. Les pires parties, personnellement, c'est quand même dans le 3, toute l'épopée de Frodon et Sam au Mordor. Ah ouais, toi tu n'appréciais pas ? Oh putain, je la trouve longue. Ah moi j'adore. Il marche, et c'est des pages et des pages entières de marcher dans de la cendre et du gris, et il se passe plus rien, et juste ils marchent et ils sont fatigués, et Frodon a soif, et Sam l'encourage, et puis Frodon est pas bien, et puis ils sont fatigués. Ah mais c'est ça qui est terrible justement, je trouve. Elle me saoulait cette partie là.
à mes 2 lectures. Ça rend tellement bien compte de toute l'errance et presque le plus dur en fait de leur voyage, c'est ce moment-là. Ouais. Ah oui, bon, parce qu'en plus ils sont au bout. Quoi. Est-ce que c'est ça le plus dur de leur voyage ou c'est plutôt résister à la main de Boromir ou au séducteur Gollum qui essaie de avec venir son petit pagne, de semer la zizanie dans ce beau duo. Mais en tout cas, enfin, j'avais ici pendant cet épisode, je me disais, j'ai toujours cette petite envie qui ne pourra jamais être assouvie, hein, mais de se dire, qu'est-ce qui se serait passé si cette compagnie avait pu continuer ensemble jusqu'au Mordor. Mais voilà, ça n'aurait fait qu'un film et demi, ça aurait été beaucoup moins amusant. Oui, mais je pense que, en fait, finalement, je pense qu'Aragorn l'évoque dans ce chapitre-là. Je ne sais pas si vous avez gardé ce moment, mais il se demande s'il pourrait accompagner Frodon jusqu'au Mordor, je crois, dans le chapitre qu'on vient de compter. Et en fait, il se demande s'il serait utile à Frodon, parce qu'on se dit, bah oui, il est utile, c'est un super guerrier et tout. J'ai sucré cette partie, c'est moi qui l'avais, j'ai retiré ce questionnement. Mais en fait, finalement, c'est une bonne question, parce que le fait que Frodon et Sam arrivent à s'infiltrer jusqu'au Mordor, c'est parce qu'ils sont seuls et qu'ils sont des hobbits. Alors que s'il y avait un guerrier à côté d'eux ou une compagnie, ils seraient fait spotter, mais à 1000 km. C'est ce que je me disais en ayant cette réflexion en plus, mais ouais. C'est entre autres pour ça qu'il hésite encore si tardivement à accompagner Boromir à Minas Tirith, ou en tout cas plutôt suivre son destin de roi et de libérer les terres du milieu par la guerre plutôt que par la destruction de l'anneau, parce qu'il ne voit pas trop en fait en quoi il peut aider Frodon concrètement, à part le protéger du danger. Il va lui en attirer peut-être plus qu'autre chose. C'est ça. Carrément, parce que t'as Sauron qui voit l'héritier d'Isildur qui se ramène dans son royaume, t'inquiète qu'il envoie toutes ses armées sur sa gueule, et c'est fini. Et vu qu'il est un peu plus fier et qu'il cache moins son identité dans les livres, on apprendra beaucoup plus vite que l'héritier d'Elendil se balade vers le Mordor, et Sauron il n'est pas bête, il va très vite faire le rapprochement. Donc c'est la fin de cet épisode, avec notre cher Julien et charmant Cyril. Merci. On aura le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour le dernier chapitre, la dissolution de la communauté. Donc voilà, venez avec vos armes et vos boucliers parce que ça va chauffer. Pas encore. Non, c'est vrai, pas encore. Il va surtout falloir se prémunir de bûches et peut-être d'un bouclier pour repousser Boromir, mais à part ça... oui, c'est vrai que les combats du coup... La baston, c'est pour après. Je pensais qu'on avait du coup Non. La tragédie d'un certain personnage dans le début du deuxième livre. Oui, la mort de Boromir. Tu peux le dire. Mais les combats commençaient à la fin du 1. Non, c'est vrai. Le 1 se finit de manière Frodon assez quitte douce. déjà la communauté, mais il n'y a pas encore de combat. En fait, ils vont rater les combats, contrairement dans le film où là, ils passent à travers. Ouais. Ce qui fait que là, pour le coup, le sort de Boromir lui est inconnu. Mais ce n'est pas de sa faute. On ne peut pas dire qu'il a fui le combat. Non. Ce que Faramir lui reprochait presque, dans le film en tout cas. Mais si vous étiez un ami de Boromir, comment ça se fait que vous n'êtes pas au courant qu'il est mort? Ah ouais, c'est vrai que Frodon, là, t'es un peu chié dans la colle pour le coup. Et en même temps, on en vient d'en parler, mais il a pris la meilleure décision pour sa mission en tout cas. Mais comme le disait Galadriel dans le chapitre précédent, les chemins du destin sont déjà sous leurs pieds, mais ils ne peuvent pas encore les voir. Ouais, nice. Voilà, comme quoi le destin, on en refait mention. Ah non, mais elle l'avoue complètement dans les chapitres, maintenant il n'y a même plus de questions. On ne doit même plus parler de destin. On prendra une petite cloche, et à chaque fois que la mention du destin est faite, de manière subtile ou pas, on la fera teinter, comme ça vous comprendrez ce qu'on a le dire. On n'a pas insisté sur chaque fois que le destin est évoqué dans les chapitres avec Galadriel, mais c'est évoqué tout le temps. Et vraiment, elle parle tout le temps des chemins du destin, des choses qu'ils ne savent pas encore, mais qui sont déjà écrites. Tout le temps. Ouais, à fond. En tout cas, on se retrouvera pour ce dernier épisode, pour ce livre. Ce sera un épisode somme toute normal, où on terminera cette partie de l'histoire. On essaiera peut-être de faire, moi je propose de faire un petit compte rendu justement quand même du premier tome. Tout à fait. Et de revenir un peu sur les thématiques et les théories qui seraient... Qu'est-ce qu'on en tire? Parce que franchement, c'est la première fois qu'on plonge si fort, même nous trois. Clairement, qu'est-ce qu'on en tire au final, positif ou même négatif. Moi, personnellement, beaucoup de positifs, mais on reviendra un peu là-dessus. Peut-être qu'il y aura des petites chansons, des poèmes, je ne sais pas, j'ai pas encore relu en tout cas le chapitre. Mais voilà, on rappelle bien sûr qu'il y aura la foire aux questions, donc n'hésitez pas encore une fois à vous envoyer toutes les questions que vous avez, que ce soit un peu plus sur nous, sur l'équipe ou sur le Légendarium. Vous pouvez les envoyer sur notre page Facebook, sur notre page Instagram ou par email à lespagesdumilieu@gmail.com. Et comme d'habitude, suivez-nous ou notez l'épisode sur Spotify ou toute autre plateforme. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que moi. À Elbereth Giltoniel. Et à bientôt. Salut à tous.